Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va traiter un exercice qui fait appel au projecteur et au théorème de la base incomplète. Alors juste avant qu'on commence, petite annonce, je donne toutes les semaines des cours de mathématiques grand public à l'ESCP pour toutes les prépas, c'est-à-dire Mathapro, Mathappli et ECT. C'est des cours qui sont gratuits pour les boursiers des échelons 4 à 7, voire bientôt 3 à 7, et sinon qui sont à 5 € de l'heure pour les autres qui souhaiteraient venir. Donc les sessions elles se déroulent sur le campus de l'ESCP, mais elles se passent aussi sur Zoom. Donc comme ça, peu importe où vous habitez en France, vous pourrez tout à fait participer à ces sessions de mathématiques grand public et poser toutes les questions que vous voulez. Ces sessions elles durent 3 heures à chaque fois. On a aussi pour chaque groupe des groupes WhatsApp où les étudiants peuvent voter pour les thématiques qu'ils veulent voir traitées la semaine d'après. Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien en description. Alors c'est parti, l'exercice le voici. Donc on prend E, un R espace vectoriel tel que, voilà, il y a une dimension égale à n, et on prend F, un endomorphisme de E, dont la matrice M dans une base B de E, vérifie que voilà, le rang de M égale la trace de M égale 1. C'est une particularité quand même assez remarquable. Et il faut montrer que F est un projecteur de E. Alors si vous avez des doutes de compréhension sur qu'est-ce que ça veut dire que M est la matrice de F dans une base bien précise, je vous renvoie à une vidéo qu'on a déjà faite sur le sujet, c'est du cours ça. Bon alors là, F, il faut montrer que c'est un projecteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projecteur? Fondamentalement, c'est quasiment tout le temps la même chose. Il va falloir qu'on montre que F rond F est égal à F. Ça, c'est la définition des projecteurs. F est un projecteur de E, si et seulement si c'est un endomorphisme de E, bien sûr, et si il vérifie ça, parce que F rond F est égal à F. Mais cette égalité qui est ici, on peut aussi l'interpréter et la comprendre grâce à l'écriture matricielle. C'est-à-dire que comme M, là, c'est la matrice de F dans la base B, ce truc-là, c'est totalement équivalent à ça. C'est-à-dire que M fois M est égal à M, parce que M, c'est la matrice de F dans une base B de E. C'est-à-dire en fait que M carré est égal à M. Donc en fait, quand on est face à un endomorphisme dont on doit montrer que c'est un projecteur, en fait, il y a deux façons de faire. Soit on s'intéresse à F sous sa forme d'endomorphisme, comme ça, soit on peut s'intéresser à son écriture matricielle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à l'écriture matricielle. Et pourquoi est-ce qu'on va privilégier l'écriture matricielle et pas celle-ci? Tout simplement parce que regardez, là on fait quand même mention de M ici, et là on nous parle du rang de M et de la trace de M qui est égale à 1. C'est que nécessairement, il va falloir qu'on passe par l'écriture matricielle, on ne va pas simplement rester là, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur M? À vrai dire, pas grand-chose hormis ceci. Ça, c'est la seule information qu'on a. On n'a que ça comme information. Donc nécessairement, il va falloir qu'on parte de là. Il va falloir qu'on parte d'ici. On peut que avoir ça comme point de départ en fait. Donc voilà, notre point de départ c'est ça. Le rang de M c'est égal à la trace de M c'est égal à 1. Au passage, la trace de M, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de tous les coefficients diagonaux de M, et le rang de M, c'est la dimension de im de M, c'est-à-dire en fait la dimension de im de F aussi, c'est pareil. Voilà, j'ai marqué en rouge que c'était que le rang de M et la trace de M. Alors là, le truc, c'est qu'on a en fait deux informations ici. On a la trace de M égale 1, donc la somme des coefficients diagonaux de M est égale à 1, et la dimension de im de M et de im de F, du coup, est aussi égale à 1. Bon, donc en fait, on a deux informations, la première sur le rang, la deuxième sur la trace. De quoi est-ce qu'on va partir? Partir de la trace, c'est pas franchement évident. Parce que franchement, savoir que la trace de M est égale à 1 comme point de départ, je veux simplement que la somme des coefficients diagonaux de M est égale à 1, ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Alors que ça, le fait que le rang de M est égal à 1, ça c'est super intéressant. Et on va partir de là. Voilà, on va partir d'ici comme point de départ, le fait que le rang de M est égal à 1. Ça, c'est la même chose que de dire que le rang de F est égal à 1. Or, le fait de savoir que le rang de F est égal à 1, ça veut dire que la dimension de im de F est égale à 1. Sauf que ça, à son tour, qu'est-ce que ça veut dire que la dimension de im de F est égale à 1? Ah, mais ça veut dire une chose vraiment très intéressante. Ça veut dire qu'en fait, im de F n'est généré que par un seul vecteur. Il est généré que par un seul vecteur. Ça veut tout simplement dire que im de F, c'est quoi? Géométriquement, entre guillemets, c'est une droite. Là, le fait de dire que la dimension de im de F est égale à 1, c'est-à-dire que im de F, c'est vecte d'un seul vecteur de E, en fait. C'est juste ça. Si jamais dim de F avait été égal à 2, ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait voulu dire que im de F, ça aurait été un plan, parce qu'il aurait été généré par deux vecteurs. Mais là, on sait du coup que im de F, qu'est-ce que c'est? Là, nécessairement, ça veut dire que im de F, c'est une droite. C'est une droite. Et donc, il est généré par un seul vecteur de E, qu'on peut appeler par exemple
petit e. Voilà, ainsi, il existe un vecteur de e que j'appelle petit e qui est juste ici, tel que im de f, c'est vect de e. Ça veut tout simplement dire que im de f est généré par un seul vecteur de e, ok? Donc ça veut dire en fait que c'est une droite. Hein. Im de f égale vect de e, c'est la même chose que ça, c'est une droite qui est générée par le vecteur e. Et là on peut se dire, bon ok, c'est très intéressant tout ça, mais où est-ce que ça va nous mener? Et surtout, comment est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser le fait que la trace de m est égale à 1? Comment est-ce qu'on pourrait lier ça et lier ce truc-là? Ben là, ce qu'il faut se dire, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que là, m, qui est ici, c'est la matrice de f dans une base B de E, mais qu'il existe d'autres bases de E, nécessairement, où f va nécessairement avoir la même trace, nécessairement, parce que ça, on le sait, deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes, elles ont la même trace. Ça, c'est du cours parce que deux matrices qui représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, ce sont des matrices qui sont semblables. Je le mets ici, c'est un petit rappel, hein. Deux matrices semblables, elles ont même trace. Ça, c'est super important. Hein. Et deux matrices semblables, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Donc là, quand vous voyez la mention d'une base de E et le fait que la trace de cette matrice est égale à 1, il faut se dire, bon, bah, ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle autre matrice qui représente f dans n'importe quelle autre base de E, bah, sa trace, elle sera encore égale à 1. Donc là, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de trouver une autre base qu'on pourrait appeler B' de E, qu'on va fabriquer, entre guillemets, par nous-mêmes, et qui va nous permettre d'utiliser là cette propriété, le fait que im de f est égal à vect de E. Et là, ce qu'on a très envie de faire pour déterminer B', en fait, c'est d'utiliser le théorème de la base incomplète avec E. Pourquoi? Parce que E, vous voyez, qui génère im de f. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est ok, ce vecteur E, j'en ai un, j'en ai besoin simplement de n-1 autre de E pour former une base B' de E. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais dire, je sais qu'il existe dans E, qui est un R espace vectoriel, je sais qu'il existe n-1 autres vecteurs différents de E, tels que, lorsque j'en prends la famille, ça va bien me former une base B' de E. Donc voilà, on sait que d'après le théorème de la base incomplète, nécessairement, il existe n-1 vecteurs de E, tels que E2, E3 jusqu'à En, là, c'est n-1 vecteurs là. Si jamais je leur concatène E qui est ici, donc le vecteur E qui est juste là, je sais que ça va bien former une autre base de E qu'on décide d'appeler B'. Et là, qu'est-ce qu'on a très envie de faire avec cette nouvelle base B'? C'est d'aller faire du coup la matrice de F, mais dans cette base B', c'est ça qui va nous intéresser. Et alors, comment est-ce qu'on va faire pour construire la matrice de F dans la base B'? On n'a qu'à l'appeler N, cette matrice. Là, il faut se souvenir, chose très importante, et on va utiliser ça. On va utiliser le fait que im de F est égal à vect de E, vect de ce premier vecteur qui est juste ici. Donc voilà, on commence comme ça. Et ça veut dire quoi et à quoi ça va nous servir pour déterminer la matrice N de F dans la base B'? Il faut se souvenir ce que ça représente, la matrice N de F dans la base B'. N, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une matrice carrée, bien évidemment, avec N colonnes, voilà, comme ceci. Et chacune de ces colonnes, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va recenser les coordonnées de F de E dans la base B', F de E2, F de ce deuxième vecteur, dans la base B', etc. Et ça va être la colonne, bien sûr, associée à F de En dans la base B'. Voilà, comme ceci. La colonne qui est ici, ça va être les coordonnées là qu'on va recenser de F de E dans la base B', c'est-à-dire par rapport à E2, etc. C'est-à-dire que là, on va avoir la coordonnée de F de E par rapport à E. Là, ensuite, on va avoir la coordonnée de F de E par rapport à E2, etc. Et là, on aura la coordonnée de F de E par rapport à En, etc., etc. Pareil ici, on aura F de N, ici, on aura la coordonnée de F de N par rapport à E, etc. Enfin, vous avez compris? Sauf que nous, on sait ça, c'est que im de F est égal à vect de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, f de n'importe lequel de ces vecteurs-là, de cette base, f de E, f de E2, f de E3, etc., jusqu'à f de En, à chaque fois, ça va s'écrire nécessairement un certain réel fois E. Oui, nécessairement, puisque im de F, c'est vect de E. Donc, dès qu'on fait F de n'importe lequel de ces vecteurs-là, ça va être juste un certain lambda fois E, en fait, tout simplement.
Et donc on a ça, c'est-à-dire qu'il existe un certain n-uplet de réel, tel que, alors là on traite le cas de E à part, parce qu'on ne l'a pas numéroté, on aurait pu l'appeler E1, mais on a décidé de l'appeler E, donc on va le traiter à part au niveau de la numérotation et de l'appellation. Et donc là, f de E, on sait qu'il s'écrit lambda 1 fois E, nécessairement, parce que im de f, c'est vecte de E. Mais c'est pareil pour tous les autres vecteurs, en fait. C'est pour ça qu'on a que, voilà, pour tout i qui appartient à 2n, on a aussi que f de EI, c'est lambda i fois E. Par exemple, f de E3, ce sera lambda 3, un certain réel, voilà, multiplié par E. Parce que, encore une fois, im de f, c'est vecte de E. Donc à chaque fois, on aura f de n'importe lequel de ces vecteurs, ce sera un certain réel, lambda i, voilà, multiplié par E, c'est tout. Donc là, si jamais on s'intéresse à la matrice, à quoi va ressembler la matrice de f dans cette base B'? Alors je vais effacer les colonnes en rouge là. Et alors là, le premier coefficient, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la coordonnée de f de E par rapport à E. On sait que c'est lambda 1. Voilà, f de E est égal à lambda 1e, donc là on va avoir un lambda 1. Mais après, on va avoir que des zéros. On n'aura que des zéros après. Nécessairement qu'on va avoir que des zéros. Ah oui, parce que f de E, c'est juste lambda 1 fois E, il n'y a rien d'autre, vous voyez? On n'a pas plus 3 fois E2 ou moins 5 fois E3, non, non. C'est juste lambda 1 fois E, donc on a ça. Mais du coup, pour la deuxième colonne, et là pour f de E2, ça va être la même chose, enfin la même logique. C'est-à-dire que f de E2, on sait que f de E2, c'est quoi? C'est lambda 2 fois E. Donc la coordonnée de f de E2 par rapport à E, c'est tout simplement lambda 2, mais il n'y a rien d'autre. Là, f de E2, il ne s'écrit pas avec du E2 à l'intérieur, il n'y a que dalle, c'est juste par rapport à E. Encore une fois, parce que l'im de f, c'est vecte de E. Pareil pour f de E3, et pareil jusqu'à la dernière colonne, voilà, f de En, c'est quoi? C'est lambda n fois E, et plus rien d'autre, quoi, voilà. Donc là, on sait que n qui est ici, c'est la matrice de f dans la base B' qu'on a créée, entre guillemets, grâce au théorème de la base incomplète. Et là, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir utiliser ce que j'avais marqué en rouge tout à l'heure jusque là-bas, c'est que deux matrices qui sont semblables, c'est-à-dire en fait deux matrices qui représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, nécessairement, elles ont même trace. Et donc ça veut dire que la trace de M va nécessairement être égale à la trace de M, puisque M, c'est aussi la matrice de F dans une autre base de E. Donc, la trace de M est égale à 1. Voilà. Or, trace de M égale trace de N est égale à 1. Et ça va être super intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, la somme des coefficients diagonaux de N est égale à 1. Sauf que sur la diagonale de N, il n'y a qu'un seul coefficient non nul, c'est lambda 1. Donc ça veut dire que la trace de n là, qu'est-ce que c'est si on regarde? C'est tout simplement lambda 1, parce que vous avez lambda 1 plus 0 plus 0 plus 0, donc vous avez en fait trace de n est égale à lambda 1. Et voilà, on sait que trace de n est égale à lambda 1, donc ça nous dit quoi? Nécessairement, ça nous dit que le lambda 1 qui est ici est égal à 1 en fait. Et voilà, lambda 1 est égal à 1, donc ça veut dire que là, le coefficient qui est juste ici, on peut le remplacer par 1. Voilà, comme ceci. Et ça, il faut le savoir, ça c'est une matrice de projecteur et on va le montrer tout de suite parce que je vous garantis que si vous faites n fois n là-dessus, en ayant un 1 juste là, en ayant que dalle en dessous, c'est-à-dire que des zéros dans les lignes inférieures, et que là vous avez des réels, on s'en fiche de leur valeur, nécessairement vous allez avoir n fois n qui va être égal à n. Quand on n'a jamais vu ça, on se dit mais attends, c'est impossible que n fois n ça fasse n. Je vous assure que n fois n est égal à n, on va le montrer tout de suite. Voilà, alors matriciellement ça donne ça, n fois n, c'est le produit qu'on a juste ici. Alors c'est parti, le premier coefficient qui est ici, c'est lorsqu'on rentre la première baguette qui est ici dans le four qui est là, le 1 se retrouve sur le 1, c'est bon, et après tous les zéros là vont se retrouver sur tous les lambdas qui sont ici, en fait ça va simplement faire 1 fois 1, donc ici ça va nous donner 1, tout simplement. Ensuite le coefficient qui est là, alors ça va être la baguette qui est juste là, okay, qu'on va rentrer dans le premier four. Okay, donc le lambda 2 va se retrouver sur le 1. Et après, tous les zéros qui sont ici vont se retrouver sur tous les lambdas qui sont là. Donc en fait, qu'est-ce que ça va donner ici? Vous allez tout simplement avoir une fois lambda 2, donc vous allez avoir lambda 2 tout simplement. Et ça va être pareil pour le coefficient qui va être juste ici. Le troisième coefficient, c'est la troisième baguette qui est là, vous la faites rentrer dans le premier four. Lambda 3 se retrouve sur le 1, tous les zéros se retrouvent là sur les lambdas à partir de lambda 2 jusqu'à lambda n, ça nous donne lambda 3 en fait, etc. jusqu'au dernier coefficient qui va bien évidemment être lambda n. Et alors après, en revanche, bien évidemment, toutes les autres lignes vont être égales à 0. Oui, parce que là, par exemple, le coefficient qui est là, c'est quoi? Vous faites rentrer la baguette qui est là dans le deuxième four, donc la deuxième ligne, il n'y a que des zéros. Donc là, partout ici, vous allez que avoir des zéros. Et voilà, n fois n est bien égal à n. Ça,
c'est bon, c'est un résultat qu'il faut connaître, c'est vraiment un résultat classique. N fois n est égal à n, sauf que n, c'est la matrice représentative de f dans une base B' de E. Et donc, comme on a n fois n est égal à n, ça veut dire nécessairement que f rond f est égal à f, ça veut dire que f est un projecteur de E. Et voilà, et ça termine cet exercice, qui est un exercice vraiment classique, que je vous conseille vraiment de bien maîtriser parce qu'il fait appel notamment à la base incomplète et qui est très utile pour les exercices justement de projecteurs. Et vraiment, je vous assure, les matrices de ce type-là, il faut directement voir que ce sont des matrices de projecteurs. Voilà, c'est tout pour cet exercice.